Bienvenue dans le Yann et Frank, mais Yann n'est pas là. En fait, Yann a eu des petits problèmes avec son véhicule quand on a assisté à un mariage en fin de semaine et il a dû aller le récupérer. Donc, c'est Joey qui va m'accompagner aujourd'hui pour un nouvel épisode de Shit Show at the White House. Donc, ça va être un peu ça. Non, mais sans blague, il s'est passé des trucs hier à la Maison-Blanche, des trucs frivoles, entre guillemets, et des trucs sérieux. Donc, le président a reçu le leader sud-africain, mais il y a aussi d'autres affaires qui se trament en arrière de ça. Donc, on en parle dans quelques instants. Ben oui, hier, je vois ça pas. En fait, je, je l'avais vu, puis après ça, Vincent l'a envoyé dans notre conversation privée, Vincent Geloso. Et là, j'ai vu le truc que tu vas présenter dans quelques instants. Je me suis dit, mais en fait, on dirait que les, les visites à la Maison-Blanche maintenant sont devenues des séances de torture diplomatique. Et là, t'es comme Zelensky, une claque ses fesses, Trudeau, Carney, même affaire. Tu sais, c'est comme des séances où tu te dis, mon objectif, c'est juste de sortir de là en ne m'étant pas fait humilier publiquement. Et Donc, là, donc la Maison-Blanche est devenue tout le monde en parle. c'est un peu ça. C'est rendu une cage au lion, littéralement. Et là, c'est quoi? C'est ça. C'est le leader sud-africain qui était reçu hier à la Maison-Blanche. Oui, c'est ça. C'est Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. C'est drôle parce que j'avais vu la vidéo passer hier dans la journée, mettons, President greets President of South Africa. Tu sais, il sortait du char, il serre la main du président, puis bon, OK, une visite diplomatique sud-africain. Je pense pas qu'on va entendre grand-chose là-dessus. Mon Dieu, j'étais dans le tort comme c'est pas possible. Écoutez, C'est je quand même prends un juste bout qui est là, juste pour dire aux gens, ça fait quand même 7 ans, plus de 7 ans qu'il est président de la République d'Afrique du Sud. Donc, c'est ça, un bonhomme né en 1952 à Johannesburg. À 20 ans, il entre à l'université pour étudier le droit. Donc, ça, c'est un avocat de formation. Fait que c'est ça, là. Il y a un profil de politicien là, un peu ordinaire, là, j'ai envie de dire, là, c'est ça. quand tu fouilles rapidement sur lui. Là, ça n'a pas l'air de quel. Il avait été reçu sans trop de pompe en 2022 avec, Biden. avec Biden. Donc, on voit les photos qui traînent encore sur Internet. Là. Ça avait été un truc bien convivial, puis il n'y avait Ouais. pas eu grand-chose. Là. Il y a eu moins de sourires hier. C'est fou pareil. Même de 2022 à 2025, on dirait que Biden, c'est plus le même. Ah non, Physiquement, vraiment. là, il y en a qui disent qu'il a été remplacé par un double comme Paul McCartney. Là. Mais mettons qu'on exclut cette affaire-là. Là, il y a vraiment physiquement, là, je ne sais pas comment ils ont fait pour. En fait, je le sais comment ils ont fait. Ils ont utilisé les médias. On va y venir dans quelques instants. Là. Vous allez voir comment ça se forme une opinion NPC dans pas long. Là. Non, absolument. Puis écoutez, juste avant de vous présenter le truc, pour vous mettre en contexte, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je crois que c'était la semaine dernière ou un petit peu l'autre d'avant, les États-Unis avaient reçu des comme de réfugiés politiques blancs sud-africains. Donc, Oui. en fait, l'Afrique du Sud, pour ceux qui connaissent un peu leur histoire, leur géographie, c'est un des rares pays où c'est qu'une population africaine, mais ça qui vient de longtemps de la colonisation, qui date de longtemps, mais qui sont blancs, mais qui habitent en Afrique. Là. Ceux qu'on appelle les Afrikaners. Ouais. C'est ça. Même Elon Musk il vient d'Afrique du Sud. Ça donne une idée. Et supposément que depuis un certain nombre de temps, autant que je ne suis pas un grand expert là-dessus, mais il y aurait eu une certaine forme de persécution de la part de cette population blanche africaine-là versus le restant de la population africaine qui est davantage plus noire. Tu le vois, là, regarde, c'est eux qu'on voit à l'écran. C'était Oui. il y a une dizaine de réfugiés afrikaners, donc des Sud-Africains blancs qui sont arrivés aux États-Unis il y a une dizaine de jours. Là, on voit une famille là, avec des enfants puis tout ça. Oui, c'est ça, absolument. Et Trump, disons que beaucoup pensent que cette haine-là ou cette discrimination envers ces personnes-là serait, regarde, on va prendre un mot que la gauche aime bien, systémique, dans le sens que c'est vraiment, ça serait le gouvernement en haut
qui inciterait un peu cette haine-là au sein de sa population et encouragerait ces actions-là. Écoutez, je ne suis pas un expert en Afrique du Sud, donc je ne pourrais pas référer si c'est vrai ou pas, mais il y a quand même certains exemples, ou du moins certains grands rassemblements de vidéos qui ont été vus qui laissent quand même pencher à ça. Et Ben, Trump, ce que... puis le fait que l'Afrique du Sud est un pays historiquement avec des tensions raciales Oui, énormes et dû au régime d'apartheid qu'il y ah ouais, avait. on s'en rappelle de Mandela et tout ça, fait que... C'est ça. Fait que, tu sais, disons que c'est quand même assez plausible. Là, Il y a un parce que historique derrière, là, si on c'est ça. s'entend. Fait que Trump, il a comme voulu, justement, mettre un peu dans la face du président les trucs qu'il a dit, ou du moins ce qui se dit du côté de son pays. Donc, pour une des rares fois, c'est rare qu'on voit ça dans une rencontre présidentielle dans le bureau ovale. Ils ont fermé les lumières, puis ils ont présenté genre une vidéo des actions qu'ils ont faites là-bas, supposément anti-blanc. Donc, je vous présente à peu près les 30 premières secondes, parce que sinon, c'est ça, les droits d'auteur vont me tiquer, puis ça vous montre une petite idée. Ça va comme suit. Le son est un peu bas, désolé, c'est vraiment la vidéo, c'est pas moi. Là. Ben, le gars, il est comme c'est quoi qui se passe? Trump, il dit regarde la TV. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est des images du Parlement en Afrique du Sud. Fait que, fait que, tu sais, elle avance un peu, tu vois, il y a plein d'autres rassemblements qu'il y a eu. Tu sais, je vais fermer le son pour éviter le truc, mais vous voyez un peu pour ceux qui nous écoutent en vidéo, là, tu sais, il montre plein d'exemples de Ben, rassemblements de différents partis dans son pays. Pas nécessairement lui ouais. spécifiquement, mais justement qui vient de sa place où c'est que justement c'est Black Power et tout ça un Ouais, peu ben, là. il y en a un qui dit carrément, celui qu'on était en train d'entendre, il dit carrément de ne pas être effrayé d'abattre des Blancs. Là. Ouais, c'est ça. Là. Fait que, Et là, et si vous écoutez la conférence de presse au complet, à un moment donné, il lui sort des coupures de journaux parlant de fermiers et de gens, des hum, Blancs sud-africains qui se sont fait liquider finalement. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que, sans rentrer dans les détails, là, parce que c'était pas une conférence de presse avec des sujets, tu sais, avec des sujets qui nous touchent tant que ça, comme les tarifs et tout ça. Là. non, non, c'est ça. Mais c'était un peu l'ambiance qu'il y avait. Il y avait une ambiance un peu zelenskienne là-dedans. Et même à un moment donné, il lui dit, le leader sud-africain, il dit ouais, j'aurais besoin de. Je sais pas comment il dit ça, là, mais en gros, Trump, il répond non, j'en ai pas d'avion à te donner. Parce que lui, il dit, le gars, il a dit ouais, mais c'est pas juste les Blancs, c'est les Noirs. On est près qu'un problème de criminalité très élevé, puis il y a beaucoup de gens qui meurent chez nous à cause de des criminels. Puis j'aurais besoin de techniques, j'ai besoin de drones, j'ai besoin de ci. Puis là, Trump, il a répondu un truc du genre j'ai rien à te donner. Puis là, il a dit ouais, mais j'aimerais ça que tu aies de quoi me donner, tu sais. Fait que ça a été un peu ça. Mais là, la raison pour laquelle on voulait en parler avant de venir à l'autre sujet, c'est que qu'est-ce qu'ont fait les médias de cette information? Oui, comme vous savez, la machine à NPC, de ce que Noam Chomsky a appelé dans son livre Manufacturing Consent, on le consentement manufacturé, industrialisé, si je puis dire, c'est de vraiment répéter des mots-clés le plus possible. On s'en rappelle la suite, je pense, c'était-tu le débat de Biden puis Trump, ou c'était celui non, c'était celui de J.D. Vance puis Tim Walz. Il y avait comme eu une série de mots pour dire que, ah non, il a fait une belle. Ben justement, il y a eu le Sharp as Attack, on s'en rappelle très bien. Là, ça a commencé avec Joe Scarborough, puis tous les médias répétaient Sharp as Attack, Sharp as Attack. Dans le premier débat où Trump était contre Biden, là, le fameux débat où il est resté figé devant la caméra à un moment donné, puis il disait n'importe quoi, la phrase le lendemain qui était partout, c'est euh, Biden diminué ou fatigué, mais Trump ment. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a tout le temps un genre de spin qui est présenté, puis là, ça dure à peu près une minute. Vous voyez, c'est majoritairement les médias mainstream américains, CNN, MSNBC, ABC. Mais vous voyez un peu que, même CBS, vous voyez à quel point il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot ambush. Donc, Trump aurait mis une embuscade face au président sud-africain en lui présentant cette vidéo-là à la Maison-Blanche. Donc, écoutez, ça va comme suit.
To the dramatic scene in the Oval Office today, the tense confrontation, President Trump ambushing the president of South Africa. Up next, another Oval Office meltdown, President Trump ambushing the president of South Africa. President Trump is being accused of conducting something of a diplomatic ambush of South Africa's president in the Oval Office. To be with you, I'm Katie Tur. President Trump orchestrated another Oval Office ambush today. Today, Donald Trump meeting with the president of South Africa and attempting to ambush and humiliate that leader. Zelensky territory, where essentially he was a bit ambushed inside the Oval Office. Felt like an ambush in there, kind of like the President Zelensky meeting in the Oval Office. This was an ambush. It was orchestrated. Cyril Ramaphosa brought his best diplomatic self to this meeting, but nothing could have prepared him for this multimedia ambush. What started as, to some degree, an ambush. Well, Katie, I mean, it was an ambush. Ambush. Ambushed. Ambush. An ambush. Ambushing. Ambushed inside the Oval. Good job à celui qui a fait ce montage-là. C'est vraiment. Ça fait penser au montage qu'on avait fait déjà jouer de Matt Orfella sur. Ils ont fait ça aussi avec Sanders. Hein. C'est pas juste la droite qui est visée. Oh, oui, vraiment. Là, en fait, c'est tous ceux qui dérangent le statu quo. Là. Exactement. Puis c'est pas uniquement dans les médias télévisés, les médias écrits. Encore là, screenshot, je vais essayer de le zoomer un peu pour vous si je suis capable, plus ou moins en tout cas avec X. Mais si vous pouvez voir un peu, au pire, exclusivement, on va le mettre plus comme ça. Là. Vous le voyez, donc Daily News, Trump ambush South African President, The Times, Trump ambushes Ramaphosa, The Independent, Trump Channel Conspiracy, Oval Office ambush, People, Yahoo News ambush, Axios ambush, Telegraph ambush, NPR ambush, CNN World ambush, New York Times, ambush, BBC au Royaume-Uni, ambush, Trump Administration, encore là. Puis c'est pas ça l'affaire. Bien évidemment, au Québec, si vous pouvez le voir, je vais leur partager puisque le switch d'image marche moins ici. Au Québec, bien évidemment, Le Devoir, Trump tend une embuscade à Ramaphosa. Mais pourquoi? Parce que c'était fait par un gars de l'agence France Presse. C'est un article copié-collé d'une agence gouvernementale journalistique. C'est vraiment la même modus operandi qu'avec le Sharp as Attack et plusieurs autres phrases du même type qu'on a eu sur juste à penser pendant la COVID. C'était des mêmes trucs répétés. Mais j'avais un autre exemple en tête qui m'échappe, là, mais c'est vraiment des trucs comme ça qui arrivent à un moment donné, puis tu te dis, mais c'est la même. Ben, en fait, il y a eu ça pendant l'histoire avec la Russie aussi, là, la fameuse phrase, la fameuse expression Russian asset. Oui, c'était comme partout. Là. C'était genre Russian asset, Russian puppet, he was a Russian asset, he's a Russian asset. Puis là, tu te dis, mais c'est en fait la machine. Et là, après ça, tu te demandes pourquoi. Là, ça sera moins le cas au Québec, mais pourquoi, mettons, après ça, tu vas croiser un Américain, une Américaine dans la rue, puis elle va dire « Ah ouais, quand même, là, c'était... It was an ambush. Hein. » Là, t'es comme « Mais c'est parce qu'hier, ils ont écouté à la TV pendant 4 heures de temps, et toutes les émissions qui ont succédé, tous les intervenants ont utilisé le mot « ambush, ambush, ambush. » Là, t'es comme « Hey, c'est facile brainwasher du monde avec ce système-là, pareil. » Il y a eu le même truc au Canada avec Mini-Trump. Ah, Poiliev, c'est un mini-Trump. Hey, ça a été répété. Extrême droite, extrême droite. Extrême droite, contre l'avortement, contre l'avortement, contre l'avortement. Exact. Ce sont des mantras comme ça qui sont répétés des ad nauseam. Puis tu as raison, ça rentre direct, en fait, dans Vous allez haïr Pierre Poilievre. C'est vraiment ça, là. Oui, mais ce que tu disais, là, c'est carrément dans le livre de Chomsky sur la fabrique du consentement. C'est carrément un des points qui est écrit dedans. Là. Les messages clés sont répétés partout dans un langage uniforme. Ouais. Et ça, c'est un point essentiel là-dedans. Ben, Carney, il y a un beau CV. Il y a un beau CV. Il y a de l'expérience. Combien de fois avez-vous entendu la phrase « Il sait comment gérer une crise ». Il sait comment gérer une crise. Il sait comment gérer une crise. Il sait comment gérer une crise. C'est un banquier. C'est un banquier.
Ah non, c'est vraiment. Mais Le pire, c'est que tu vois tout le screenshot des médias que j'ai présentés qui sont autant internationaux qu'américains. C'est censé être tous des médias d'information sûrs, des défenseurs de la démocratie. Ils ont tous la même calice de liner. Autant je peux comprendre qu'un fait est un fait, dans le sens que s'il y a un accident de voiture, ils vont tous parquer un accident de voiture. Je comprends. Tu peux pas twister une nouvelle de 15 000 manières, mais je veux dire. Ouais, mais tu sais, il aurait pu. Mettons, mettons qu'on le met en français. Là. Il y en a un qui dit embuscade, l'autre qui pourrait dire dîner de con, il y en a un qui pourrait dire hey, réunion sous haute tension, ou oui, c'est ça. Clash à la Maison-Blanche. Je sais pas, mais pourquoi tout le monde en même temps utilise la même phrase? Je veux dire, on dirait vraiment, c'est vraiment ça, c'est le meme là, du avec Wojak puis les NPC, là, c'est vraiment ça. Là, c'est des gens qui, c'est le current thing. Là. C'est comme, OK, en ce moment, le mot, c'est ambush, ben, tout le monde répète ça. Là, tu te dis, mais c'est un mané, ça va? Ça devient littéralement n'importe quoi. Et là, justement, c'est drôle parce que pendant que tous les médias parlent de ça en ce moment, ils se brassent quand même des grosses affaires à la Maison-Blanche parce que, pas juste à la Maison-Blanche, là, mais c'est que il y a 3 jours, en fait, en début de semaine, Donald Trump a publié sur X, en fait sur Truth et ensuite sur X, là, le post suivant, dans lequel il dit « Je sors d'une conversation téléphonique de 2 heures avec Vladimir Poutine, président russe. Je pense que ça a très bien été. La Russie et l'Ukraine vont démarrer immédiatement des négociations vers un cessez-le-feu et, plus important encore, vers la fin de la guerre. Les conditions de tout ça seront négociées, puis personne n'est au courant des détails, etc. La Russie veut réintégrer l'espace économique, avec faire des affaires avec les États-Unis, puis on veut, nous autres, mettre fin à ce bloodbath. Puis donc, et là, il explique ça, puis il dit, il dit, j'ai parlé avec Zelensky, j'ai parlé avec Ursula von der Leyen de la Commission européenne, j'ai parlé avec Emmanuel Macron, j'ai parlé avec Giorgia Meloni, j'ai parlé avec Merz de l'Allemagne, j'ai parlé avec plein de gens juste après avoir parlé avec Poutine. Donc là, tu dis, et là, il dit « Let the process begin ». Donc, le processus de... Fait que là, tu te dis, bon, OK, on est parti sur une bonne track. Lui, il prétend que c'est ça qui est arrivé avec Trump au téléphone. Sauf que ce matin, on apprend dans le Wall Street Journal qu'en fait, puis là, ça, c'est très possible que l'information ait fuité parce que quand tu parles au téléphone avec plein de monde, puis que tu as tous les staffers autour dans plein de pays différents, on s'entend. Ben oui, c'est sûr qu'à un moment donné, ça filtre, là. Donc, ça, c'est quand même du monde assez fiable. Là, je te dirais qu'ils ont écrit ça. Fait que j'ai pas de raison de penser qu'ils auraient inventé l'histoire. Mais eux autres, en gros, ce qu'ils disent, c'est que dans l'appel qui a suivi, malgré son post, Trump, ce qu'il a déclaré, en fait, ce qu'il a dit aux autres dirigeants européens, c'est Poutine ne veut rien savoir de mettre fin à la guerre. Et lui, il dit, c'est ça qu'il lui a dit. C'est carrément ça qu'il a dit. Il a dit, Trump a déclaré aux dirigeants européens que Poutine pensait qu'il était en train de gagner la guerre et qu'il n'était pas prêt pour la paix, un point de vue qu'il partageait déjà, mais qu'il n'avait pas entendu de la bouche de Trump. Donc, autrement dit, lui, il a dit, j'y ai parlé, là, puis lui, il pense qu'il peut gagner du terrain encore. Fait que pour l'instant, il ne veut rien savoir. Il a raison. Au-delà, peu importe ce qu'on peut penser de l'Ukraine ou de la Russie, tu regardes l'état des champs de bataille présentement puis des avancées que les Russes ont faites. L'Ukraine a tenu bon, mais c'est les Russes qui ont le gros bout du bâton depuis un bout. Là, c'est rendu un genre de stalemate. C'est quasiment comme un peu comme la Corée, là, mais ouais. Ça n'empêche pas. Le gars, Poutine sait qu'il y a clairement un avantage présentement. C'est sûr qu'en même temps, sa quantité d'hommes commence à baisser considérablement. Le prof Caron pourrait peut-être nous en parler plus les prochaines fois qu'il viendrait dans le show, mais c'est ça, on voit clairement, mais je le comprends que quand tu as le gros bout du bâton, tu n'as pas le goût. Parce que là, Zelensky, de ce que j'entends, c'est ça que justement le prof disait aux boys à Radio X hier, c'est que Zelensky pense encore que lui, la négociation, si l'Ukraine redevient comme elle était au début de la guerre. Mais mon homme, je suis désolé, mais
Non, ça arrivera pas. À moins d'un miracle, ça n'arrivera pas. Là. Non, ça n'arrivera pas. Là. Donc, on dit lundi, lors d'un appel, le président a déclaré aux dirigeants européens que le président russe n'était pas prêt à mettre fin à la guerre en Ukraine parce qu'il pensait qu'il était en train de gagner, selon 3 personnes au courant de la conversation qui ont contacté le Wall Street Journal. Cette reconnaissance correspondait à ce que les dirigeants européens pensaient depuis longtemps, mais c'était la première fois qu'ils l'entendaient de la bouche du président. Elle allait également à l'encontre de ce que Trump a souvent déclaré publiquement, dont le truc que je vous ai présenté juste avant, qui date de la même journée que cette conversation-là. La Maison-Blanche a évidemment refusé de commenter et se réfère à la publication de Trump dont je viens de parler sur la conversation qui était de bon ton et de bon esprit. Bien que Trump semble avoir fini par accepter l'idée que Poutine n'est pas prêt pour la paix, cela ne l'a pas conduit à faire ce que les Européens et le président ukrainien Zelensky lui ont conseillé de faire, redoubler d'efforts dans la lutte contre la Russie. Fait que là, tu sais, eux autres, ils disent, ben, tu le vois qu'il ne veut pas faire la paix, fait que faut que tu refasses faut que tu fasses comme nous autres, puis tu sois à 100%. C'est une game. Ouais, mais en bout de ligne, c'est pas vous autres qui vous faites massacrer. Là. Mais bon, avoir de booster d'Ukraine, mais à un moment donné, ce monde-là n'a plus de monde. Là. Ouais, c'est ça. Mais moi, de ce que j'ai compris. Ils sont rendus à engager des gens de au-dessus de 50 ans, autant des hommes que des femmes dans l'armée. Ben, moi, de ce que j'ai compris, en tout cas, de ce que le prof Caron nous disait, c'est que dans l'esprit de Poutine, il ne croit pas à la sincérité des Occidentaux dans un cessez-le-feu parce qu'il pense en gros que si on fait une trêve de 90 jours, mettons, ce que les Ukrainiens vont faire, c'est en profiter pour accumuler du stock, des armes, puis genre recruter d'autres mondes pour que quand ça va recommencer, autrement dit, se refaire pendant ces 90 jours-là. Eh oui. Puis aussitôt qu'on va approcher de la date, ils vont recommencer, puis que là, les hostilités vont redécoller. Je comprends le principe. En même temps, je veux dire, c'est eux autres qui se défendent. C'est pas toi. Là. Fait que, tu sais... Donc, on dit, l'appel de lundi rassemblait Zelensky, le président français, donc les gens que j'ai nommés tantôt. Il s'agissait d'une partie du point culminant d'une offensive diplomatique européenne lancée une dizaine de jours plus tôt, visant à inciter Trump à faire pression sur Poutine. Bien que cette tentative n'ait finalement pas réussi à convaincre Trump d'agir par le biais de sanctions supplémentaires, les Européens ont vu un avantage à ce résultat. Le processus a permis de clarifier pour tous, y compris Trump, la position de Poutine et le refus d'arrêter la guerre à ce stade. Et pour les Européens, ça a permis de souligner qu'il leur incombait désormais en grande partie de soutenir l'Ukraine. Mais là, tu sais, Trump lui dit, c'est pas ma guerre, a déclaré Trump aux journalistes lundi après son appel à Poutine. Nous nous sommes retrouvés empêtrés dans une affaire à laquelle nous n'aurions pas dû participer. Fait que là, on est vraiment dans un méga clash de vision. Là, ouais, ça c'est un méchant changement. Puis c'est ça que les Américains ont voté pour aussi. C'est que c'est vraiment la fin de ce genre d'impérialisme américain qu'on touche à peu près tous les conflits sur la planète, de l'Irak en passant par le Vietnam, en passant par l'Amérique du Sud, puis qu'on a tout le temps notre trace quelque part à s'influencer dans tout. Même justement, un qu'on n'a pas parlé nécessairement, mais il y a un conflit présentement, je ne sais pas si ça s'est réglé entre le Pakistan et l'Inde. Ça a comme recommencé à se tapocher dessus, puis J.D. Vance avait comme déclaré au nom des États-Unis que ça ne nous concerne pas, alors qu'il n'y a même pas peut-être 10 ans, peut-être moins que ça, c'est sûr que les Américains ont rembarqué là-dedans, même d'un point de vue externe. Mais c'est vraiment un changement de vision complètement. Ben, en fait, ça, c'est vraiment Trump qui a fait flipper le Parti républicain là-dessus parce que le gros scandale de la primaire de 2015-2016 qui amenait à son élection, c'était ça. Là. Mm-hmm. C'était quand il est arrivé sur le stage puis il a dit devant tout le monde que pour lui, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, c'était des erreurs, qu'on n'aurait jamais dû aller là, qu'on a déstabilisé le Moyen-Orient. Ça, là, juste rappeler aux gens, c'était des talking points de gauche avant. Ben oui. C'était littéralement le discours. Ben en fait, c'était le discours d'un Noam Chomsky. C'était le discours d'un Amir Kadir. C'était le discours de la gauche. Là. Le genre anti-interventionniste. Puis là, c'est lui qui... C'est pour ça qu'on a l'impression qu'en fait, on dirait que par anti-Trumpisme ou par TDS, là, appelez ça comme vous voulez, c'est comme si la gauche a renouvelé ses vœux à l'interventionnisme militaire international parce que ça leur permet de s'opposer à Trump et ils ne veulent pas être sur le même avis qu'eux autres. Mais en réalité, la position qui tient, là, qui dit genre les États-Unis n'ont pas d'affaires dans les conflits internationaux puis que les gens qui s'arrangent avec le clic puis le clac, c'était littéralement la position des gens qui étaient contre la guerre au Vietnam, qui étaient contre la guerre en Irak, la première et la deuxième, qui étaient contre le renversement de Kadhafi, qui était... Puis ça, là, c'est des... Si vous allez voir, mettons, un Michel Onfray en France, c'est direct son discours. Là. C'est direct son discours que même ces gens-là de gauche disaient que les mouvements terroristes qu'il y a eu
à partir du 11 septembre 2001 notamment, c'était un backlash relié à la guerre du Golfe puis à la déstabilisation du Moyen-Orient. Fait que, c'est pour ça qu'il y a bien des gens qui sont mêlés dans leur positionnement politique parce qu'ils sont comme moi, mais là, Trump, c'est très à droite, même d'extrême droite. Puis comme, ben, oui puis non, là, dans le sens qu'il y a ces talking points-là, c'est littéralement le playbook de la gauche qui a été transféré aux républicains. Ben oui, la guerre qu'il fait au Big Pharma avec RFK, c'est très. En fait, c'est le discours de la gauche, mais pré-woke. Dans le sens que avant la wokisation de la gauche, c'était carrément le discours qu'il y avait. Fait que, exact. Il y a 12 jours, le 10 mai, Merz, Macron, Starmer et le premier ministre polonais Donald Tusk ont rendu une visite impromptue à Zelensky à Kiev. Ils l'ont exhorté à se conformer aux souhaits de Trump, à savoir dénoncer la réticence de Poutine à mettre fin à la guerre. Ils ont ensuite utilisé le téléphone portable de Macron pour appeler Trump depuis la résidence officielle de Zelensky, lui affirmant que l'Europe et l'Ukraine soutenaient pleinement son appel à un cessez-le-feu de 30 jours. C'est ça l'image qui monte dans l'article. Ça fait tellement rencontre d'école un peu. On dit tout le président de la France, tous les homologues de ça sont tout autour du téléphone pour demander ce que Daddy Trump va dire. Ben, c'est carrément ça. Là. Ben ouais. Mais l'affaire, c'est que, comme disait Trump, it takes two to tango. Ah, c'est ça. Et il n'a pas l'air d'avoir... En fait, c'est ça. On ne sait pas trop. Là. Et là, il y a eu une réunion à Istanbul quelques jours plus tard où on disait qu'il y aurait peut-être des négociations des deux parties. Là, mais Poutine n'était pas là. Donc, après l'absence de Poutine à Istanbul, les Européens ont de nouveau pressé Trump d'envisager d'accroître la pression sur le dirigeant russe là, via des sanctions, via toutes sortes d'affaires. Là. Lors de son entretien dimanche avec les dirigeants européens avant son entretien avec Poutine, Trump a indiqué que les États-Unis pourraient se joindre à l'Europe pour sanctionner les exportations énergétiques et les transactions bancaires russes. Le sénateur républicain Lindsey Graham, proche allié de Trump, a déclaré mercredi avoir réuni 81 co-auteurs pour un projet de loi qui renforcerait considérablement les sanctions énergétiques et autres contre Moscou. Fait que tu sais, l'espèce de liner des gens qui sont comme genre « Hey, Trump, là, c'est un Russian asset, il est pro-Poutine. » Ben, comment ça qu'il y a un sénateur républicain qui est en train de préparer un projet de loi qui dit, ben, dans le fond, qui augmenterait les sanctions économiques contre la Russie, là. Tu sais, c'est ça, il faut tout le temps faire attention avec les grandes histoires. Lui est ci, lui est ça. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. En fait, il y a des négociations là-dedans, puis il y a de la pression qui est mise d'une manière ou d'une autre. Là, il semble que Trump avait l'air de vouloir prendre la traque de genre, OK, je t'offre la porte de t'en aller vers la paix, prends-la parce qu'elle ne sera pas là éternellement. Là. Non, c'est ça, parce que, à un moment donné, la patience finit par avoir ses limites. Puis aussi, c'est un peu comme Trump, il veut son prix Nobel de la paix, là. Puis il aimerait ça l'avoir avant de partir. Là. Ça pas l'air ressembler à ça. À un autre moment de la conversation, il s'est lancé, Trump, dans une digression virulente contre les politiques migratoires européennes. Trump a déclaré que les flux migratoires incontrôlés menaient leur pays au bord de l'effondrement. Macron, qui tient la plus longue relation avec Trump, lui a demandé d'arrêter. You cannot do that, Donald. You cannot do that. Tu ne peux pas insulter nos nations, Donald, a déclaré Macron, selon la personne au téléphone. Quand même très drôle. Et là, on dit que même le Vatican serait impliqué là, dans les... ouais, mais c'est ça. Je pense que le nouveau pape Léon XIV avait comme proposé de hoster les négociations sur le Vatican. Là, ça va qui est un peu touché, c'est que je pense que... je comprends que le Vatican et l'Italie, c'est deux nations différentes techniquement en termes de territoire, mais je pense que genre Poutine ne pourrait pas se rendre en Italie à cause de justement des mandats d'arrêt qui est contre lui. Là. Ouais, c'est ça. Il y a quelques. C'est un petit peu plus compliqué, comme on dit. Là. Évidemment, du côté ukrainien, peut-être en terminant, eux autres, ça a réagi aussi. Donc, dans le Kyiv Post, donc le journal de Kiev, là, le plus gros média, eux autres, ils disent Trump, Putin doesn't want peace, but he's winning. But is he? Donc, eux autres, ils spinent encore l'idée que les. Tu sais, c'est de la. Ça, c'est vraiment de la propagande. Là. Mais je comprends. En fait, je pense que n'importe quel pays ferait ça. T'sais, si le Canada était envahi militairement, puis que les gens étaient au bord du désespoir, puis tout, il y aurait sûrement, très probablement, des médias qui diffuseraient comme message, genre, on est sur le bord de gagner, puis ce genre de trucs. Là. Ça, c'est de la propagande de guerre. Je pense que c'est... Je pense que c'est normal. Là. Donc, eux autres, ils disent, selon des sources du Wall Street Journal, Trump aurait déclaré pour la première fois aux dirigeants européens ce qu'on vient de dire, qu'il ne voulait pas la paix et que parce que la Russie est en train de gagner la guerre. Et là, eux autres, ils disent,
Poutine a une fois de plus exprimé son souhait, son point de vue selon lequel il est en train de gagner la guerre en décrivant des plans visant à saisir et annexer la région ukrainienne de Soumy adjacente à Koursk, un objectif que l'Institut pour l'étude de la guerre a estimé mercredi comme étant actuellement irréalisable. Donc, selon les Ukrainiens, c'est pas vrai qu'il y a un gain de contrôle là-dedans. Lors des négociations du 16 mai entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul, il est apparu clairement que l'une des exigences constantes de Poutine était que l'Ukraine cède le contrôle total de 4 régions ukrainiennes partiellement occupées, le Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson, dont il croit toujours pouvoir s'emparer de toute façon avant la fin de l'année. Donc, là, ils disent un rapport de Bloomberg a publié mercredi a indiqué que les statistiques ne corroboraient pas l'optimisme de Poutine, citant des données issues d'une analyse de Deep State. Il indique que malgré l'avantage numérique dont bénéficient les forces russes, celles-ci sont encore loin d'atteindre les objectifs affichés par Poutine. Malgré une intensification revendiquée de son offensive, les forces russes n'ont conquis que l'équivalent d'environ 0,15% du territoire ukrainien. Les données montrent que leur progression est inférieure au tiers de celle de fin 2024, passant d'environ 125 à 41 km² par semaine. Bon, fait eux autres prétendent qu'il y a un ralentissement des percées russes, puis que dans le fond, autrement dit, le conflit est en train de s'enliser. Oui, ça fait un bout que c'est comme ça. Là. C'est ça. Je le sais pas. Je suis pas là sur le terrain, puis je suis pas spécialiste de la question ukrainienne ni russe, là. Mais ce que je sais, par contre, en décodant un peu ce qu'on voit depuis tantôt, c'est qu'on est encore loin d'un processus de paix véritable. Et Trump, il aura à vivre. En fait, je ne sais pas comment il va faire pour se retirer de ça, parce que rappelez-vous qu'il était quand même sur un stage dans la dernière campagne en disant un coup je vais être président élu, même pas en poste, il dit je vais mettre fin à ça en 24 heures. Ensuite, il a dit que ça allait prendre quelques jours dans un début de mandat. On y avait fuité une espèce de plan il y avait toute une histoire. Et là, finalement, ça fait plusieurs mois et il n'y a rien qui a l'air de bouger substantiellement. Fait que disons que ça sera une tâche. En fait, il y a toujours moyen de se sortir de ça. Puis peut-être qu'ils vont nous arriver avec une histoire disant ben, regarde, il y a un deal, les deux se donnent une poignée de main. Moi, j'y crois pas. Si ça arrive, tant mieux, ce sera mieux pour le monde. Mais ça va être difficile de sortir de ce truc-là parce qu'il s'est tellement peinturé dans le coin avec ça. Il a tellement vendu son pouvoir de négociation qu'il allait mettre fin quasiment à toutes les. C'est ça, en fait, qui est paradoxal avec Trump. C'est qu'il là, il y a comme un double discours. Tu sais. En même temps, il ne veut pas s'occuper des conflits, puis c'est pas nos guerres, puis c'est pas nos affaires. Puis d'un autre côté, il faisait campagne en disant genre, si j'étais là, il n'y aurait jamais eu le 7 octobre, il n'y aurait jamais eu l'invasion de l'Ukraine, il n'y aurait jamais. Là, tu t'en occupes ou tu t'en occupes pas? Là? Non, c'est ça. Mais en tout cas, je ne sais pas si l'histoire va se souvenir de. En tout cas, je sais, mais ça ne se conclut pas. Si l'histoire se souvient de lui comme le président, au moins, qui aurait essayé. Tu sais. Mais encore là, comme tu dis, il a tellement martelé là-dessus durant la campagne que c'est sûr que ça va être vu comme un échec. Là. Ben ouais, c'est ça. C'est quand même touché. Là. Sur ça, ben, on va passer, chers amis. Ben, écoute, juste en terminant, avant que je l'oublie quand même, parce que j'étais vraiment bien parti pour ça, j'aimerais remercier tous nos commanditaires qui sont avec nous autres et qui supportent le podcast, qui rendent ça possible avec ce partenariat commercial. Donc, Barbecue Québec, pour tout ce que vous avez besoin pour l'été, les barbecues, les accessoires, les épices, les housses, tout ce que vous avez besoin pour le fun, le fumoir. C'est vraiment une belle entreprise. On est bien content de les compter parmi nos commanditaires. Range Brand pour tous vos vêtements pour l'été. Si vous voulez avoir du stock un peu différent, c'est la collection au printemps-été qui est sortie. Donc, vous avez un 10% de rabais. TLF Dessin pour tous les besoins en matière de dessin industriel, de plans 3D. Ils ont des machines même. En fait, il y en a une nouvelle, une deuxième pour aller sur les chantiers directement puis faire les plans. Donc, sur le scan. Donc, c'est vraiment une entreprise à contacter quand vous êtes dans le domaine de la construction. Et en terminant, Ready for Canada pour tous vos besoins légaux, pour votre paperasse en matière d'immigration, que vous soyez un entrepreneur ou un particulier, c'est la place à aller. Si vous avez des questions en matière d'immigration, l'équipe de Steven va s'occuper de vous autres.
Et c'est ça, nous autres, on s'en va sur Patreon. Encore là, on a pas mal d'affaires à passer. C'est pour ça qu'on y va sans trop tarder, parce qu'on a la fin du montage du documentaire que Joey s'est tapé pour nous autres. Donc, il y a de la coupe sécateur au menu. Oui, ce coup-là, l'Internet va toffer. C'est ça, ce coup-là, l'Internet va toffer parce qu'hier, somehow, on a eu un problème relié à Bell. Bell qui a eu en fait, il y a un article même sur Pilule Rouge là-dessus que Max a fait. Bell a eu un genre de shutdown, même je pense jusqu'en Ontario. Oui, c'est ça, c'était donc, genre worldwide, mais genre nationwide. Ça a été catastrophique. C'est là qu'on se rend compte qu'on est dépendant de ces trucs-là. On a un derrière la porte. Donc, peut-être que l'âme du Doc Mayou nous rendra visite durant ce segment-là, qui sait, et plein d'autres choses encore. Donc, joignez-vous à nous pour la partie Patreon.